Dans une réserve naturelle, on a 3 missions classiques qui sont protéger, gérer et sensibiliser ou faire découvrir. Donc le protéger, c'est faire appliquer la réglementation, parce qu'on est sur un espace naturel réglementé, donc on est censé faire respecter cette réglementation-là. Voilà, donc c'est beaucoup de communication et d'information. Sur le gérer, ça c'est le cœur de notre métier. On est sur des hauts lieux de biodiversité et l'objectif c'est de s'assurer que cette biodiversité se porte dans le meilleur état possible. Et notre travail en fait c'est de l'étudier pour déjà caractériser son état de conservation, son état de santé et la suivre dans le temps. Et la dernière mission c'est sensibiliser, donc c'est toutes les missions qui sont liées à l'éducation à l'environnement, à la communication, aux animations nature. Voilà. En fait, on est sur une réserve naturelle qui a la particularité d'être un concentré un petit peu de la biodiversité pyrénéenne. On a un secteur, comme ici dans le cirque glaciaire, qui est un secteur cristallin avec des roches granitiques, et on va retrouver des milieux plutôt alpins, subalpins, classiques pyrénéens. Et puis on a un autre secteur sur la partie est de la réserve naturelle qui est un secteur calcaire. Donc on a une mosaïque de milieux et d'habitats, d'altitude, milieux forestiers et de zones humides. On arrive à la tourbière bombée. Ça, c'est vraiment des joyaux de la réserve. Cette tourbière bombée où nous nous trouvons, c'est en fait un amas de végétaux qui se sont accumulés grâce à la présence d'eau. Donc la végétation pousse vers le haut. Elle est alimentée par la pluie, la neige. Elle est alimentée dessous par des sources. Cette tourbe, c'est une matière végétale qui est semi-décomposée, mais qui ne pourrit pas, parce qu'elle baigne dans l'eau et parce qu'il fait froid, elle est conservée. En plus, il y a de l'acidité qui est amenée par certaines plantes comme les sphènes qu'on voit là. Et donc, c'est un milieu qui est très particulier et qui a besoin de ces conditions donc d'eau et de froid pour se préserver. Mais Jean-Mi, c'est quoi ce truc-là? C'est le gaz? Vous avez installé le gaz ici? Eh oui, Freb, mais pas du tout. Ceci est un piézomètre qui est rentré à l'intérieur de cette surface là que tu sens, moelleuse, qui est de la tourbe. Et le piézomètre, lui, sert à mesurer la hauteur de l'eau, en fait, puisque ce milieu est vraiment dépendant de son alimentation en eau. Il y a plus d'1,50 m de tourbe, c'est-à-dire de cette matière qui est de la matière végétale. Là, on est sur un matelas d'1,50 m de tourbe. Voilà, donc c'est pour ça que c'est moelleux. Ah ouais. On n'est pas sur de la roche, on n'est pas sur de la terre. Pour anticiper les trajectoires futures, il faut qu'on comprenne les trajectoires passées. Donc on a fait aussi sur les tourbières, et on le fera très certainement sur les lacs, on a fait un travail de paléoécologie où on a carotté en fait de la tourbe pour essayer de comprendre en fait son évolution dans le temps. On a daté les carottes de tourbe avec une datation carbone, et puis on a reconstitué un petit peu le paysage qui existait il y a 5000 ans, puis il y a 3000 ans sur la réserve naturelle, les perturbations ou les activités humaines qui ont pu marquer aussi la vie des tourbières. Voilà, donc on a fait ce travail-là et ça nous permet de mieux comprendre l'évolution et la dynamique de ce milieu, comment il s'est créé. Dis-moi Jean-Mi, moi je viens des Alpes. Ici, il y a plein de mélèzes ici. Ah oui. Non, pas du tout. En fait, donc, la forêt pyrénéenne, montagnarde, traditionnellement, il n'y a pas de mélèzes. C'est une forêt qui est constituée, comme celle autour de nous, de hêtres et de sapins, et très sapinière. Donc c'est une forêt mixte, et qui est plutôt sur nos versants qui sont relativement humides, à l'ombre. Et par contre, on va aussi avoir un peu plus haut des pins accrochés, qu'on retrouvera sur l'étage dit subalpin, celui où les conditions de vie commencent à être un peu plus rudes en hiver. Où c'est balèze quoi. Exactement.
déjà, je profite des grands airs purs, je viens me ressourcer et puis je viens essayer d'observer la faune, la flore. C'est vrai que depuis les confinements, là, les divers confinements qu'il y a eu, il y a un nouveau public en montagne et notamment beaucoup de citadins qui n'ont pas du tout les règles de base de la montagne en fait. Ils ne s'aperçoivent pas peut-être du dérangement procuré par l'homme. Et c'est vrai que du coup, ça peut en pâtir au niveau des animaux. Mais je pense que si on arrive à éduquer et à sensibiliser un peu plus ces populations-là, vu que maintenant elles s'intéressent à la montagne, on pourra gagner. Et Jean-Mi, là, dis-moi, on est sur un lac d'altitude. Est-ce que vous avez étudié là, des lacs comme celui-ci? Ah oui, Freb. Ce sont des milieux à part entière très intéressants. Déjà pour la ressource en eau, c'est intéressant de voir leur niveau d'eau. Ouais. D'ailleurs, on va mettre en place des suivis de niveau d'eau à différents endroits sur la réserve. Ce sera des sciences participatives en fait. C'est des personnes qui viendront observer sur une échelle le niveau d'eau pour suivre la ressource. Et également, c'est des milieux naturels qui sont quand même un peu spécifiques parce qu'ils sont gelés une très grande partie de l'année. L'hiver est long ici. Là, on est à plus de 2000, on est à 2100 mètres d'altitude. Du coup, on les a étudiés aussi parce que ça abrite une biodiversité qui est particulière. Pour nous, l'objectif d'étudier les lacs, ce que l'on a inscrit dans le plan de gestion de la réserve naturelle, c'est d'essayer de caractériser leur fonctionnement et de suivre les paramètres, les indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer l'évolution de leurs conditions en fait, de vie dans un contexte de changement climatique. Mais ça, ce sont des choses que d'autres gestionnaires de réserves naturelles ou d'espaces naturels protégés, d'aires protégées font déjà, notamment dans les Alpes, où il y a un observatoire des lacs sentinelles. Donc c'est un réseau de lacs qui sont équipés pour essayer de suivre ces paramètres-là. Donc on s'inscrit dans cette dynamique-là, et en parallèle, cette dynamique, elle existe aussi dans les Pyrénées, parce qu'il y a des chercheurs qui ont équipé une trentaine de lacs dans les Pyrénées, où ils suivent exactement les mêmes paramètres que l'on étudie, et on va essayer de s'inscrire aussi dans un observatoire spécifiquement pyrénéen. Alors là, c'est les premières mesures. Conductivité, saturation en oxygène, milligrammes par litre, pression, c'est plutôt des valeurs cohérentes, pH, 6,12, comme en tourbière. C'est logique, hein? On est au tout début, il faut vraiment qu'on caractérise déjà, il faut plusieurs années pour essayer de comprendre. On a commencé à étudier la faune et la flore des lacs, donc la végétation qu'on va avoir sur le littoral, ou les insectes, les amphibiens qui sont aussi sur les éléments de littoral. Donc là, on a quelques éléments assez intéressants. On a notamment une espèce qu'on a découverte, donc c'est le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie qui l'a découverte, qui est Agabus laponicus, qui est un tout petit coléoptère aquatique et qui est un coléoptère plutôt de zone très froide, hein, qu'on qualifie de paléo-arctique ou une espèce boréale, et qu'on trouve normalement sur des lacs d'altitude à 2500-2700 mètres d'altitude, et là on l'a trouvé ici sur la réserve à 1700 mètres d'altitude. Donc on a fait ce premier travail de caractérisation, mais ça ne nous permet pas de comprendre si le milieu est en bon état de conservation ou pas. Ça, il faut qu'on étudie avec les paramètres physico-chimiques. Donc par exemple aujourd'hui, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un profil de sonde. On a plongé une sonde sur toute la colonne d'eau, sur toute la profondeur du lac. Une sonde qui mesure plusieurs paramètres. Elle mesure le pH, l'oxygène dissous, la température et la conductivité du lac. Et ça, c'est une opération qu'on va renouveler chaque année et qui va nous permettre d'identifier les évolutions physico-chimiques du lac. En parallèle, on va installer aussi des dispositifs permanents, ce qu'on appelle des chaînes de thermistors, c'est-à-dire qu'on va installer sur toute la profondeur du lac
une série de thermomètres, de sondes en fait, qui vont prendre la température et ça va nous permettre d'évaluer la stratification saisonnière des lacs et de voir dans le temps s'il y a une bonne dynamique, s'il y a un bon brassage ou si on est sur un milieu qui est en train de s'homogénéiser. Là. Deuxième type d'espèce qui a commencé à pousser. Le travail de sensibilisation, le faire découvrir, l'éducation à l'environnement, en fait c'est le socle de la réserve naturelle qui nous permet à la fois de rayonner et qui permet de traduire tout ce que l'on fait là, qui peut être relativement compliqué, et de le diffuser en fait sur le territoire, le diffuser auprès des jeunes, des adultes. Donc c'est une mission essentielle. Et il y a une entrée qui est assez forte sur la réserve naturelle, c'est qu'on considère qu'on est sur un territoire, on n'est pas un territoire de mise sous cloche. Et donc on travaille beaucoup sur des outils d'ancrage territorial, c'est-à-dire qu'on considère que la réserve naturelle, elle vivra aussi forte de son intégration dans le territoire et de ses différentes dynamiques, quels que soient les acteurs de ce territoire, que ce soit la carrière de talc avec Imerys, que ce soit les forestiers, les éleveurs, que ce soit toute la dynamique qui existe aujourd'hui autour de l'opération Grand Site. Voilà. Donc on vit avec ces éléments-là. Aujourd'hui, avec 2 animateurs, on a une très forte capacité d'animation. Donc on travaille sur des programmes pédagogiques tout au long de l'année, notamment avec un public scolaire, mais pas uniquement. Et puis après, on a notre programme d'activité plutôt pendant les périodes de vacances, où là, on nous propose des animations grand public. Et le cirf, c'est la mouche, ouais, on appelle ça la mouche guêpe. En fait, c'est une mouche qui se déguise un petit peu. Et en fait, c'est pour se protéger des prédateurs. Les retours les plus fréquents qu'on a, c'est que les gens repartent en ayant vraiment la sensation d'avoir appris des choses et qu'on se mette vraiment à leur portée, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à vulgariser. Donc on utilise toutes les données qui sont issues des suivis qui sont effectués sur la réserve. Toutes ces données-là, ça nous permet de nourrir les animations. Comme on les vit sur le terrain, on les vit aussi de manière simple, donc c'est pas forcément du technique avec les termes techniques, c'est aussi comme nous on se l'est approprié. Donc c'est plus facile à vulgariser. Et le gros avantage, c'est que même les gens qui reviennent d'une année sur l'autre, même si les thématiques reviennent, en fait, tous les ans, on a de la nouvelle matière à leur faire passer. Et il n'y a pas cette lassitude de revenir sur une animation qui va être toujours un petit peu la même, quoi. On a le projet qui est né de ce qu'on appelle les ATE, les aires terrestres éducatives. Donc c'est un projet qui a été porté par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est un partenariat avec une école où on a un programme d'action sur toute l'année scolaire, en général une dizaine de séances. Donc ça permet d'avoir vraiment un suivi. Et pendant ces aires terrestres éducatives, en fait, avec les écoliers, on choisit dans leur commune une petite zone intéressante où il y a de la biodiversité. Ça peut être un bord de rivière, une prairie sauvage, ou bien des bordures de forêt. Et en fait, on les aiguille un petit peu et on suit un petit peu un process de réserve. C'est-à-dire qu'au départ, ils s'approprient le lieu en faisant de l'inventaire, en essayant de voir tout ce qu'ils ont sur cette petite surface, que ce soit en habitat, en espèces, que ce soit faune ou flore. Et à partir de là, après, on essaye de les faire avancer sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour préserver cette zone, comment ils peuvent la faire évoluer, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place vraiment pour favoriser la biodiversité sur ces espaces. Dis-moi Jean-Mi, là on est à côté de la tourbière, on dirait un système d'épuration phytosanitaire comme celui de mon voisin. Et tu m'as donné ça et ça sent plutôt bon en fait, en tout cas ça sent pas mauvais. Ah oui Fred, absolument. Alors tu parles du système d'épuration phytosanitaire, c'est pas une mauvaise image, puisque la tourbière, dans son fonctionnement, elle va capter, être alimentée par des arrivées d'eau, et cette eau,
elle va passer dans tout plein d'organismes différents, beaucoup de flore, beaucoup de faune aussi, qui vont filtrer et rendre cette eau plus propre. Ok. Donc toutes ces zones humides comme ça où l'eau passe font partie du cycle d'épuration de l'eau. Par exemple la présence des têtards, puisqu'ici on a beaucoup d'amphibiens, grenouilles rousses ou bien tritons ou bien crapauds, vont faire partie d'épuration ainsi que les plantes. Alors, le groupement pastoral, c'est une association qui regroupe 6 éleveurs et qui permet de faire packager des animaux, en l'occurrence des bovins, sur le secteur de la réserve. On a un estivage qui couvre la période du 10 juin au 10 octobre à peu près. C'est plutôt plusieurs lots de vaches et qui se déplacent en fonction de la saison, en fonction des points d'eau, en fonction de la qualité fourragère. Donc on a une distribution qui est assez homogène sur la réserve naturelle et voilà, et finalement assez peu d'impact. On va essayer de gérer l'accès à l'eau pour que ce soit plus facile pour les bêtes et en même temps que ce soit favorable au milieu naturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, il y a un petit lot qui systématiquement va sur la grenouillère. On n'a pas caractérisé d'impact, mais on se dit qu'à terme, ça pourrait créer des impacts. Et puis, c'est un accès qui est difficile pour les bêtes, qui peut s'avérer aussi dangereux. On peut retrouver des bêtes qui se retrouvent coincées dans la tourbe. Hein. Quand on a 4 mètres de tourbe, c'est des milieux qui sont spongieux. Donc, on va essayer d'installer un réseau d'abreuvoirs pour qu'elles aient plus facilement accès à l'eau. Ce qui est intéressant à la fois pour elles, pour leur déplacement. D'un point de vue sanitaire aussi, c'est intéressant parce qu'elles vont plus dans des zones qui stagnent. Et ce qui peut être aussi intéressant pour les milieux parce que du coup, on anticipe une pression qui pourrait créer des déséquilibres. Voilà, donc on fonctionne comme ça. On n'a pas de contraintes particulières. D'accord. C'est une gestion de bon père de famille, tout simplement. D'accord. Après, on s'adapte avec les exigences de la réserve et ce que le conservateur nous demande. On essaie de s'adapter, de trouver les mesures les plus adaptées. Alors nous, on a un grand principe sur la réserve naturelle et à laquelle je tiens particulièrement, c'est qu'on ne va pas intervenir et on ne va pas donner de leçons aux acteurs de la réserve ou aux acteurs qui nous entourent, tant qu'on n'est pas capable de comprendre réellement le fonctionnement de nos milieux et du coup les impacts éventuels des activités anthropiques. Donc ça a été le cas aussi sur le pastoralisme. On fait sur les milieux pastoraux, sur les stivs de Montségur, on fait les mêmes études on peut transposer à peu près les mêmes approches que ce que l'on fait sur les lacs et sur les tourbières. Et puis on étudie aussi les facteurs potentiels d'impact du pastoralisme, hein, sur les traitements vétérinaires, sur les pratiques de surpâturage, sur l'accès à l'eau. Là on commence à avoir un petit peu de recul et en fait il s'avère que on a un équilibre. On est capable de dire aujourd'hui, même s'il y a des petits ajustements, que les pratiques du groupement pastoral de Montségur sont compatibles avec nos objectifs. On a des choses à améliorer et c'est aussi une volonté qui est partagée. Voilà, on n'est pas ici pour donner des leçons et leur expliquer comment ils doivent faire leur travail. Et pour l'instant, dans toutes les études qu'on a menées là, depuis 5 ans, on a cet équilibre-là. Donc ça marche plutôt bien. Il y a des choses qu'on veut faire évoluer, on le fera évoluer avec les éleveurs. Et c'est plutôt dans le bon sens. On considère que la réserve naturelle, c'est un peu une sentinelle du changement climatique. Et du coup, on a dans les choix de gestion forts de la réserve, on a axé sur cette idée d'en faire un laboratoire à ciel ouvert pour mieux comprendre les milieux, leur évolution, mieux comprendre le fonctionnement dont je parlais et puis aussi surtout caractériser et mieux comprendre les effets du changement climatique.